Hey, salut, bon matin. Alors, j'espère que ça va bien. Donc, coucou Brawler, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une belle journée, un beau lundi de Pâques. J'espère que tu travaillais pas. Genre, un petit congé lundi de Pâques, ça se prend bien. Fait que, bon, le mois passé, j'ai pas fait de review de lecture parce que le seul livre que j'avais lu, c'était Cujo. Puis le deuxième m'a demandé énormément de temps pour m'investir dans la lecture. Puis bon, les notes que j'ai prises à ce sujet-là sont assez claires, vous allez voir, mais que j'en parle. Et j'ai finalement seulement lu 4 livres en 2 mois. J'ai vraiment manqué de temps, manqué d'énergie, puis j'aimerais ça m'y remettre davantage, en toute sincérité. Mais bon, je veux garder cette habitude-là de lire parce que ne pas lire pour vrai, puis être trop, mettons, à faire d'autres activités, ça manque d'équilibre dans ma vie. Donc, je veux être capable de garder ça le plus possible. Par contre, je m'étais mis un objectif de 50 livres. Je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui va se produire finalement. Donc, bon, hein, on va dealer, on va dealer avec cette réalité-là. Donc, voilà. Que... c'est bon, parfait. Donc, bon, le premier livre que j'ai décidé de lire, c'était un livre que j'étais censé lire le mois d'avant. Et c'est Cujo de Stephen King. Donc, Cujo. Donc, je crois qu'on ne présente plus ce livre-là. Il est super connu. Puis j'en ai parlé dans un podcast précédent, mais mon autre podcast sur le cinéma d'horreur, on avait choisi le thème, les films avec des antagonistes animaux. Je l'avais choisi lui parce que je voulais en profiter pour faire une comparaison vu que le livre était frais dans ma mémoire. On a parlé du film la dernière fois, puis là, on va se faire le petit review du livre. Vous allez voir, ça va être somme toute très court parce que le scénario tient pas mal sur un post-it, puis en tout cas. Donc, quatrième de couverture, Cujo est un Saint-Bernard de 100 kilos, le meilleur ami de Brett Camber, un gamin de 10 ans. Un jour, Cujo chasse un lapin qui se réfugie dans une sorte de petite grotte souterraine habitée par des chauves-souris. Ce qui va arriver à Cujo et à ceux qui auront le malheur de l'approcher constitue le sujet du roman le plus terrifiant que Stephen King ait jamais écrit. Bon, c'est pas vrai, mais bon. Brett et ses parents, leur voisin Vic Trenton et sa femme Donna, un couple en crise, Tad, leur petit garçon en proie depuis des semaines à des terreurs nocturnes, tous vont être précipités dans un véritable typhon d'épouvante, un cauchemar nommé Cujo, une des œuvres majeures de Stephen King et un classique de l'épouvante. Une œuvre majeure, oui, un classique d'épouvante, oui, mais comme tu dis, I'm a Brawler, c'est un des plus réalistes parce qu'il met justement de l'avant un antagoniste animal qui a la rage. C'est très réaliste, genre un chien qui pogne la rage, c'est vu. Puis, d'habitude, la rage, ça se voit rapidement. Tu peux la traiter rapidement. Le problème, c'est que il y a plein de circonstances à l'intérieur du livre qui rendent ça cohérent, que la rage ne soit pas traitée à temps, qu'elle dégénère, et donc que ça entraîne les circonstances à l'intérieur de l'histoire. Donc, si je vous résume en gros, on a nommé les deux familles, Vic et Donna, avec leur enfant Tad. L'enfant Tad, il est pris avec des terreurs nocturnes, et déjà au départ, dans son livre, on fait un parallèle entre un ancien tueur dans la ville où ils habitent, et avec les terreurs nocturnes qui se manifestent sous la forme de ce qui ressemble à être un chien. Donc, c'est un espèce d'effet miroir, comme quoi Cujo va être l'incarnation vivante des peurs d'enfants de Tad. Déjà en partant, ça joue beaucoup sur l'imagination d'un enfant, puis ça nous arrive à nous faire sentir un peu immergés, puis en même temps, c'est correct, parce que même un enfant qui a peur de quoi peut faire des parallèles entre les peurs qu'il a et des choses qu'il voit dans la vraie vie. Fait que ça, c'est très bien écrit, c'est une très belle réussite. Ensuite, Vic et Donna sont un couple, mais le problème dans le couple, c'est que Donna a une infidélité, a une aventure, des aventures avec un certain avec Steve Camp. Mais ce Steve Camp-là, c'est un trou de cul. Genre vraiment, c'est un immondice qui est vraiment une marde. Puis quand elle décide de mettre fin à leur aventure extra-conjugale, eh bien, il pète une coche, il est fâché, puis il commence à élaborer un plan de vengeance pour gâcher le couple de Donna et de Vic en révélant l'infidélité. Donc bon, il envoie une lettre à Vic, puis finalement il y a des doutes, puis blablabla. Et tout ça coïncide à son boulot avec le fait qu'il y a une histoire de produits de céréales et de publicité qui a mal tourné, puis il y a eu un scandale avec ça. Fait qu'il doit régler ça et s'éloigner et s'en aller. Puis ça lui donne l'occasion aussi de prendre un break de cette histoire-là, parce que là, ben, le couple est fragile. Bon, on rajoute ça. Et de l'autre côté, on a la famille Camber. Dans la famille Camber, on a Brett, le garçon de 10 ans,
qui est vraiment le propriétaire de Cujo, celui qui s'en occupe, c'est lui son maître. Ensuite, on a le père qui est un mécanicien autonome de maison, et on a sa femme qui est un peu effacée, puis qui a juste pour survivre et vivre son enfant. Puis elle vit de la violence conjugale. Et là, se passent plusieurs événements. Il se passe des événements avec cette famille-là. De l'autre côté, on a la mère qui gagne à la loterie un montant d'argent, qui achète à Joe, son mari, un appareil dont il pourra avoir besoin pour travailler. En échange de quoi, elle demande d'aller passer du temps avec Brett, avec sa famille, puis de le laisser tout seul. Donc, elle s'en va. L'affaire, c'est que Joe Camber, il fait de la violence psychologique. Il fait du contrôle coercitif sur elle. Et puis Brett se rend compte que Cujo va pas bien, puis qu'il y a de la misère, que sa santé va clairement pas bien, puis qu'il est malade. Sauf que la mère, elle se dit, si jamais le mari se rend compte que Cujo ne va pas bien, eh bien, il va forcer la famille à rester parce que Brett doit s'occuper de son chien. Bon. Et là, elle se dit, j'aurai pas l'occasion de lui échapper. Fait qu'elle convainc son enfant de ne pas en parler et de juste laisser ça faire puis de l'appeler plus tard, tout simplement. De ne pas en parler tout de suite avec des arguments qui convaincraient un enfant de 10 ans, mais pas vraiment un adulte. Là, on voit tout ça. Fait que là, il y a tout ça qui se produit ensemble et toutes ces circonstances-là font en sorte que les ingrédients sont parfaitement réunis pour que Cujo devienne enragé, puis qu'il reste enragé. Tout ça est parfaitement réaliste, et donc que les meurtres commencent. Parce que bon, c'est un livre de Stephen King, c'est un chien qui a la rage, on se doute qu'il va y avoir des morts. Bon, donc ça c'est la première des choses. Et là, ensuite, de l'autre côté, il y a 2 voitures dans la famille avec Donna et Vic. Il y en a une qui fonctionne très bien, avec laquelle le père part en voyage, et il y a l'autre qui rush un petit peu, puis qu'au pire, elle peut aller faire réparer ça chez Brett. Et au moment où est-ce qu'elle arrive chez la famille Camber, le char tombe en panne, Joe Camber est déjà mort, tué par son chien, et là, ben, ils vont passer le reste de l'histoire dans la voiture, en huis clos, à l'intérieur. Et on prend le temps au début du roman de nous préciser qu'il fait extrêmement chaud cet été-là, encore plus que d'habitude, puis que c'est la raison pour laquelle Cujo s'était éloigné plus proche d'un ruisseau, qui a croisé le lapin, qui l'a amené à la chauve-souris, qui l'a mordu, etc. Et là, il fait chaud dans la voiture. Et, bien entendu, on prévoit pas tout ce qu'il pourrait avoir, déshydratation, etc., nourriture, blablabla. Fait qu'il reste pogné dans la voiture. Mais pendant ce temps-là, de l'autre côté, on a Vic qui a besoin de prendre un break. Donc, ça veut dire que lui, il est pas pressé de revenir. Là, on se dit, tabarnouche, comment il va faire pour le savoir? Puis Donna laisse une note chez elle pour dire où est-ce qu'elle est. Sauf que, à un moment donné, Steve Camp, on se rappelle que lui, il est fâché de la rupture. Il a perdu le pouvoir sur Donna, parce que le gars, il est sauté ben raide. Fait que, il revient pour constater, genre, est-ce que le couple a pas marché? Et là, finalement, il rentre à l'intérieur de la maison, il saccage tout. Fait que finalement, quand Vic revient parce qu'il s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Donna, son premier réflexe, c'est de se dire, sacrement, elle s'est fait kidnapper, il y a eu quelque chose, puis là, c'est-tu Steve Camp, puis là, blablabla. Puis, tu sais, finalement, l'enquête passe sur cette piste-là. Puis pendant ce temps-là, toi, tu le sais, dans le livre que Vic puis Donna puis Tad, l'enfant, sont pognés dans un char avec un chien qui les surveille. C'est complètement capoté. Et me croirez-vous si je vous dis que cette histoire-là a été écrite par un Stephen King qui était tellement torché sur l'alcool puis tellement sous l'effet de drogue qu'il ne se souvient même pas d'avoir écrit ça? Est-ce que vous réalisez le niveau de détail que je viens de vous donner? Comment est-ce que quelqu'un pourrait penser à autant de cohérence et autant de réflexion juste en étant sous alcool et sous drogue, en fait, carrément, là? Ça, c'est ça qui est le plus fou. Et la fin du film, si vous avez vu le film, et la fin du livre n'est pas la même. D'abord, le livre se conclut après la scène finale du film, donc il y a plus après. Et la conclusion n'est pas la même non plus. Donc, si vous avez déjà vu le film, sachez que vous n'allez pas être spoilé par le roman, la fin n'est pas la même. Et de toute façon, le voyage en vaut la peine, l'ambiance est super bonne, puis en plus, il y a des chapitres qui sont décrits du point de vue de Cujo, du point de vue d'un chien enragé. Fait que ça change la perspective, c'est super, super intéressant. Moi, pour vrai, j'ai donné un 5 étoiles. C'est un excellent livre de Stephen King. Et j'ai peine à croire qu'il a été aussi bien écrit, tout simplement. Donc, puis, il a dit d'ailleurs qu'il avait choisi un Saint-Bernard parce que c'est considéré comme des chiens, comme des Golden Retrievers. C'est des gros, gros bébés super gentils, mais ça reste des gros bébés de 100 kilos. Là. Je veux dire, un Saint-Bernard, c'est un gros chien. Là. Donc, fait que le scénario en soi, donc, je disais, il tient sur un post-it, mais c'est son niveau de détail ajouté
qui rendent l'histoire cohérente. Parce que c'est facile de dire, voyons, pourquoi ils restent là? Ah, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils allument pas sur telle affaire? Non, il y a rien dans l'histoire que j'ai trouvé. Je n'ai trouvé aucune faille dans l'histoire qui m'a fait perdre ma suspension consentie de l'incrédulité. J'ai comme fait, Chris, c'est réaliste. Oui, ça fait du sens. Ah, mais non, il pourrait pas penser ça à chaque fois que je lisais ça. Puis, faut savoir une chose aussi, le livre n'a pas de chapitre. C'est assez surprenant, mais le livre n'a aucun chapitre. Tout se lit d'un coup. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a certains paragraphes, en fait, où est-ce que justement on change. T'sais, mettons exemple ici à cette page-là, là, on peut le constater, là, il y a un petit espace juste ici, là. C'est là qu'on sépare les choses. Mais il n'y a pas de chapitre. Il n'y en a pas du tout. Fait que bon. Fait que je m'étais noté je vais noter dans mon ressenti. J'en suis environ à 100 pages, et plusieurs choses ressortent. D'abord, l'auteur est un génie personnifié Cujo avec des réflexions et des émotions humaines pour nous faire comprendre que la rage monte lentement. Ensuite, j'adore la critique cachée envers l'hypocrisie des gens, un thème quand même fréquent chez Stephen King. Donna a un amant en cachette qui est un vrai connard et qui la menace même de viol quand elle finit par refuser ses avances. Lui va la manipuler et même la menacer de tout dire à son mari. C'est assez fou de se dire la chose suivante. L'amant veut l'annoncer à son mari pour foutre la honte sur Donna, comme si lui-même n'était pas coupable d'avoir cocufié Vic. C'est fou à quel point les femmes sont constamment celles qu'on shame, même aujourd'hui, et le pire est que quand Vic va le découvrir, Steve va s'être enfui sans conséquence, alors que Donna va être celle qui va subir le shame de la part de son mari, donc seule. Wow. On a aussi le passage sur Joe Camber dont on découvre qu'il fait subir de la violence conjugale à sa femme Charity, c'est vrai son nom c'est Charity, et qu'elle a appris à se tenir debout comme leur fils. Plus loin, Donna, qui ne connaît pas l'histoire, dit simplement que Joe Camper la rend mal à l'aise et qu'elle a l'impression d'être déshabillée quand il la regarde. Vic répond tout simplement « Je suis sûr qu'il est très gentil, il a une femme et un enfant. » On est totalement ici devant le préjugé que les agresseurs sont juste les monstres de la société alors que ça peut être n'importe qui et qu'en plus, on se fie à l'apparence de bienséance sociale pour juger les gens. Au fond, on ne les connaît pas vraiment. Sinon, un autre passage qui m'avait marqué et que je voulais vous lire, c'était ici à la page 140, là. Lire un passage sur... Ok. C'est ça. Pour une femme, non. Pour moi, tout cela représente quelque chose de très pénible à affronter. Être épouse, parfait. Mais toi, tu vas travailler et même quand tu es à la maison, tu es encore au travail. Être mère, parfait aussi. Mais chaque année, nous ampute un peu plus de ce rôle, au fur et à mesure que le monde nous prend davantage de notre enfant. Les hommes, ils savent où ils en sont. Ils gardent à l'esprit l'image de ce qu'ils doivent incarner. Ils ne parviennent jamais à cet idéal. C'est ce qui les brise. Et cela explique peut-être pourquoi tant d'hommes meurent malheureux ou avant l'heure. Mais ils savent à quoi cela doit ressembler d'être grand. Ils ont de sortes de paliers, 30, 40, 50 ans. Ils ne perçoivent pas le bruit du vent. Ou si cela leur arrive, ils prennent une lance et chargent en se disant qu'il doit s'agir de moulins ou de n'importe quelle autre connerie qu'on peut abattre. Une femme, elle, en l'occurrence, moi, essaie de faire reculer au maximum le moment fatidique. Les bruits de la maison ont commencé à me faire peur dès que Tad n'était plus là. Une fois, tu sais, c'est ridicule, je me trouvais dans sa chambre à changer les draps et je me suis mise à penser à mes anciennes copines de lycée. Je me suis demandé ce qu'elles étaient devenues, où elles vivaient maintenant. J'étais perdu dans mes rêveries quand la porte du placard de Tad s'est ouverte brusquement. J'ai hurlé, je me suis enfui. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, sans doute. Une seconde, j'ai pensé que Joanne Brady allait sortir du placard, qu'elle aurait la tête arrachée, du sang plein ses vêtements, et qu'elle dirait « J'ai été tué dans un accident de voiture en revenant de la pizzeria Sammy. J'avais 19 ans et je m'en moque complètement. » Bon sang, Donna. J'avais peur, c'est tout. La panique est venue lorsque j'ai commencé à regarder les bibelots ou à penser suivre des cours de poterie, de yoga ou autre. Quand on fuit l'avenir, on ne peut plus se réfugier que dans le passé. Alors je me suis mise à flirter avec cet homme. C'était amusant, j'avais l'impression de me retrouver à la fac. C'était comme un rêve stupide. Steve n'avait pas l'air d'exister vraiment. Il faisait disparaître le bruit du vent, le flirt m'amusait, les rapports, je n'aimais pas. J'avais des orgasmes, mais je n'aimais pas. Je pourrais pas expliquer pourquoi sinon que je n'ai jamais cessé de t'aimer et que je comprenais que j'étais en train de fuir. Donc, là, il est en train de justifier son infidélité et l'infidélité elle est justifiée par le fait que son rôle d'épouse est en train de lui échapper. Comme si Donna était incapable de se définir autrement que par son rôle d'épouse et de mère. Alors qu'elle est en train de dire les hommes, eux, peuvent se définir avec d'autres choses que ça, socialement. Puis bon, le livre a été écrit quand même dans les années, si je me trompe pas, 70. C'est pas si anodin que ça fasse partie du quotidien. Puis, tu sais, Stephen King, ben, lui, il est né là, très longtemps. Fait que bon. Voilà. Et ça. Sinon, autre paragraphe que j'avais vu, que je voulais lire. Ça, c'est Joe Camber qui parle à son fils. Sur le trottoir, Joe commençait. Je vais te donner 2 conseils, mon garçon.
Je suis bien sûr que t'en suivras aucun. C'est toujours comme ça les gosses, mais ça n'a jamais empêché les pères d'en donner. D'abord, le premier, le type que tu vas voir, c'est Jim. C'est une vraie merde. Si je te laisse y aller maintenant, c'est que t'as 10 ans et que t'es assez grand pour savoir reconnaître une marguerite d'une crotte de mouton. Regarde-le bien, tu comprendras. Il fait rien d'autre que de rester assis dans un bureau à remuer des bouts de papier. C'est les gens comme lui qui sont en train de tout foutre en l'air dans notre monde, parce que leurs mains sont plus reliées à leur cerveau. Les joues de Joe s'étaient légèrement enflammées. C'est une vraie merde, tu verras si t'es pas d'accord avec moi. Oui, papa. Joe Campbell eut un petit sourire. Le deuxième conseil, c'est de faire très attention à ton porte-monnaie. Je n'ai pas d'art. Campbell lui tendit un billet de 5$ tout froissé. En voilà, le dépense pas tout d'un coup. D'accord, pas, merci. À bientôt. Donc, tu sais, dans le fond, là, le Jim, c'est son beau-frère. Dans le fond, la sœur de Charity a un mari qui s'appelle Jim. Et Jim, ben lui, c'est quelqu'un, en fait, qui est un avocat, il a de l'argent, il travaille et tout, il est éduqué. Puis Joe Campbell représente exactement, en fait, le portrait typique du banlieusard, du sous-éduqué, qui a pas une grosse job, puis qui arrive à se débrouiller avec les moyens du bord, mais qui méprise les gens éduqués, puis qui met, en fait, le mal du monde sur leur faute. Puis savez-vous quoi? Ça représente exactement l'électorat de Donald Trump en ce moment aux États-Unis. Fait que, aucune surprise avec ça ici. Donc, voilà. Sinon, autre ressenti, l'histoire n'a pas grand-chose à raconter. Les péripéties ne sont pas des plus intéressantes. Ça reste un homme qui va à l'extérieur pour un contrat de travail, puis une famille dysfonctionnelle, propriétaire d'un chien enragé. Mais nul besoin de ça, car ce qui compte, c'est l'immersion, le sentiment de huis clos, le fait que personne ne pourrait imaginer que Cujo a la rage. Le vrai génie, cependant, réside dans la manière de rendre cohérent l'ignorance de la rage. Le couple Campbell, avec la violence conjugale et la volonté de Charity de se sauver subtilement, et donc de ne pas annoncer la rage à son mari pour éviter qu'il ne se trouve une raison de la retenir d'aller chez sa sœur, l'infidélité de Donna qui va plus tard servir à justifier une enquête qui tarde un peu de lancer la police sur une fausse piste. Je ne peux pas croire que Stephen King ne se souvienne même pas d'avoir écrit ce livre tellement il était ivre ou drogué. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et évidemment, on joue beaucoup sur la peur du monstre dans le placard, c'est la base, le livre commence littéralement avec ça. Sinon, à part de ça, je m'étais noté inspiré par un passage. L'inspiration, ça vient d'un passage au garage où il y avait un Saint-Bernard sur les lieux. Un chien qui était réputé doux, mais qui a fait preuve d'agressivité. Et de fil en aiguille, l'idée de la pire version possible d'une histoire d'horreur a surgi. Un chien qui attrape la rage et se met à tuer des gens. Sauf que, il se souvient de la source d'inspiration, mais il se souvient même pas de l'avoir écrit, c'est ça qui est fou. Ce livre a été écrit à l'époque où Stephen King avait d'énormes problèmes d'alcool. Il avoue lui-même en entrevue qu'il ne se souvient pas de l'avoir écrit. Donc, bref. C'est tout pour ce livre-là, je dirais. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est, pour vrai, mettez-le dans votre liste à lire. Pour vrai, il est excellent. Moi, j'ai adoré. Je pense que c'est un de mes préférés de Stephen King que j'ai lu. J'en ai lu, tu sais, j'ai adoré lire Shining, j'ai adoré lire Charlie et toute la kid, mais je pense que lui puis Shining, pour l'instant, c'est mes préférés. Pour l'instant. J'ai pas fini de lire des Stephen King, il va en avoir d'autres, mais ce sera pas le mois prochain. On va s'en reparler bientôt. En attendant, lui, il va retourner dans la bibliothèque, fait qu'un beau 5 étoiles. Donc, par contre, le prochain livre, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Je n'ai pas donné 5 étoiles à l'Émile V d'Irena, je lui en ai donné 2. Malheureusement. Alors, il y a des qualités. Le livre a de très belles qualités, mais vous allez comprendre assez vite que le problème de ce livre-là est dans son écriture. Ok? Donc, l'Émile V d'Irena. Chacun a entendu l'histoire d'Oskar Schindler, cet industriel allemand qui sauva pendant la guerre plus de 1000 juifs. Mais qui connaît l'extraordinaire destin d'Irena Sandler? 1942. Le ghetto de Varsovie est, pour beaucoup de familles, la dernière étape avant l'extermination. Amenée chaque jour à s'y rendre en tant qu'agent de la santé publique, une jeune Polonaise prend fait et cause pour ses damnés. Au mépris du danger, ce sont plus de 2500 enfants qu'à travers son réseau, elle parviendra à exfiltrer. Juste parmi les justes, oubliée parmi les oubliés, une héroïne méconnue qu'il est grand temps de redécouvrir. Donc, je vais vous donner la source d'inspiration avant et tout. Donc, c'est inspiré de faits réels. C'est un livre à saveur historique qui s'inspire de la vie d'Irena Sandler, qu'elle a donné. Et la femme, donc, qui a sauvé des milliers d'enfants au nez et à la barbe des Allemands, mais aussi de la police qui a trahi son propre peuple, parce qu'il y avait des policiers juifs et polonais qui se rangeaient du côté des Allemands. Et les documents qui sont utilisés pour écrire ce livre-là, ce sont ses mémoires, les documents historiques, les travaux historiques, les entretiens qu'elle avait donnés dans les médias de son vivant, parce qu'elle est morte aujourd'hui, les conversations privées qui ont été relatées par d'autres personnes, ainsi donc que les témoignages de ses proches et des gens qu'elle a sauvés. Et l'objectif de ce livre-là, c'était que l'auteur voulait faire connaître la version féminine d'Oskar Schindler. Et la raison à ça, c'était parce que
jusqu'à la fin du règne du communisme en Pologne, son histoire était complètement mise de côté, tout simplement parce qu'elle était perçue comme étant une personne qui était du côté des Alliés. Et les Alliés, c'était donc les Américains, et quand l'Union soviétique a pris le contrôle de la Pologne, ben, tout ce qui était américain devait être écarté. Et Renna Sandler en faisait partie. Fait qu'on l'a mis de côté, et à l'époque, quand on a découvert son histoire, ben elle a même pas été capable de se rendre en Israël pour recevoir son prix, juste pour vous dire, parce qu'on voulait même pas la laisser sortir du pays. Donc, imaginez. Donc, bref, finalement, aujourd'hui, elle est morte, son histoire est connue et reconnue, et il y a des documentaires à son sujet, il y a eu des œuvres qui ont été écrites à ce sujet-là, puis là, moi, j'ai lu ce livre-là spécifiquement. Malheureusement, je pense que ce n'est pas le meilleur support pour rendre justice à Irena Sandler, parce que, soyons francs, le livre est très mal écrit. Et je vais vous l'expliquer, en fait, là. Je vais y aller avec mon ressenti. De loin, une des choses les plus glauques et horribles que j'ai lues, quand un enfant polonais meurt et qu'il est identifié par le réseau d'Irena, on s'assure de ne pas déclarer sa mort, car elle s'en sert pour donner une identité nouvelle à un enfant juif encore en vie. Déjà en partant, ça donne le ton. Ça, c'est au début, ça c'est la première chose qui m'a sauté à l'esprit. J'ai fait tabarnak, cette stratégie, mais complètement glauque. Fallait être game, et fallait y penser. Genre, c'est pas dans les mœurs habituelles de réfléchir à utiliser les noms des personnes mortes, puis de ne pas les déclarer, puis de faire croire qu'ils sont vivants, puis donner leur identité à quelqu'un d'autre, c'est complètement fou. Et sinon, j'avais écrit aussi un tabarnak forcer des pères à pisser sur les corps morts de leurs enfants et de leurs femmes avant de les mitrailler, de les jeter à leur tour dans la fosse commune. Fuck. Voilà, c'est ça que j'avais dit. Sinon, wow, le police-voleur qui devient le jeu du allemand juif chez des enfants, ça c'est complètement capoté. Oui, tu sais, le jeu police-voleur, un camp contre l'autre qui essaie de voler de quoi, ben là, ils ont transformé le jeu en allemand versus juif. Genre, c'est pas du tout problématique, hein, n'est-ce pas? C'est sarcastique. Donc, je continue. Sinon, le point de ressenti vraiment qui m'a causé problème, c'est le suivant. L'impression constante de lire un documentaire rend la lecture plutôt pénible, alors qu'on est devant un sujet très important. Il y a beaucoup d'anecdotes à date, mais elles semblent plutôt décousues, et le style d'écriture place une énorme distance qui nous empêche de nous sentir interpellés. Je crois que ce livre aurait eu avantage à être écrit comme de l'historiographie, un peu à la manière d'un Fire and Blood, donc le livre de Game of Thrones, que même si c'est de l'historiographie fictive, elle est immersive. Sauf que cette fois, ça n'aurait pas été fictif, ça aurait été vrai. Sinon, au niveau de la narration, je m'étais noté ce lit comme un compte-rendu de lecture que j'aurais fait en histoire à l'université, mais à la fois, on a l'impression d'être le spectateur d'un film. C'est deux perspectives différentes très étranges. Je crois que ça revient à dire qu'on lit un documentaire plutôt que de l'écouter. Puis si je vais chercher ma critique sur Goodreads à ce sujet-là, justement, j'avais élaboré un petit peu plus dessus. Sur ce qui se passait, parce que malheureusement c'est dommage, parce que pour vrai, genre mettons que quelqu'un me dit hey, j'ai le goût de découvrir genre cette héroïne là qui est extraordinaire ou quoi que ce soit, je pourrais même pas lui donner le livre en lui disant écoute, si tu veux le lire, vas-y, mais genre t'aimeras pas ça, tu vas t'emmerder. Et c'est tellement dommage, genre c'est tellement dommage, parce que Christy, c'est important de savoir comment dans un réseau clandestin, une femme, surtout, tu sais, on rend honneur à une femme, mérite la reconnaissance. Mais comment est-ce que tu peux donner cette reconnaissance-là si tu n'arrives pas à susciter l'intérêt des gens qui devraient être intéressés à lui accorder la reconnaissance? Fait que bref, c'est un peu ça le problème, là. Je vais réessayer mon Goodreads qui ne veut pas ouvrir. Bon, le v'là, il voulait pas ouvrir. Il voulait pas ouvrir. Ok. Bon, donc, je vais cliquer sur ma review, View Book Details, puis je vais vous lire ce que j'ai eu à dire sur le sujet. Donc, un livre riche en histoire. J'ai donné 2 étoiles en passant. Un livre riche en histoire avec beaucoup d'informations qui auraient pu être perdues sans la chute du mur de Berlin, mais qui malheureusement est écrit dans un format qui aurait été plus approprié pour un documentaire. C'est la première fois que je lis un documentaire et j'admets que ce n'est pas fait pour moi. Ce n'est pas pour rien que ce livre m'a pris un long moment à lire, presque 1 mois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'était vraiment tough de vous fournir du contenu, parce que j'arrivais vraiment difficilement à lire, mais je tenais à le garder jusqu'au bout. Salut Rémi, parce que je trouvais que c'est un sujet important à aborder. C'est dommage que le style tue autant le plaisir de lecture, car il y a énormément de renseignements pertinents. Outre la vie personnelle et amoureuse d'Irena, il y a tout le fonctionnement du réseau clandestin caché dans le ghetto de Varsovie. Il fallait une organisation incroyable pour que cela puisse survivre aussi longtemps, mais aussi beaucoup de loyauté, de détermination et aussi de chance. Pour le reste, le livre est surtout une compilation d'anecdotes concernant des enfants qu'on sort clandestinement du ghetto de Varsovie, de certains qui passent proche de se faire attraper, mais aussi de certains qui ont été capturés et amenés en camp de concentration. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que
c'est décousu, il y a des anecdotes, puis je me dis, crime, genre, c'est pas que c'est mêlant, mais c'est juste qu'à un moment donné, tu passes d'une anecdote à l'autre, puis tu sais plus où ce que t'en es. Fait que ça t'empêche d'être complètement immergé à l'intérieur de l'histoire. Fait que, tu sais, ben, à l'intérieur de l'histoire, avec un grand H, bien entendu. Fait que, bon, malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé, là. J'ai quelques petites affaires pour vous autres, par exemple, en résumé, là. Donc, grosso modo, on commence avec présentation de elle dans sa jeunesse. Irena a toujours senti dès son plus jeune âge que sa vocation était d'aider les autres. On a freiné ses ambitions pour devenir avocate parce que c'est plutôt tourné vers les services sociaux. Hein. On se rappelle qu'une femme à l'époque, hein, ouais, non, service social, non, avocat, c'est pas pour les femmes, tu sais. Elle s'est mariée sans amour avec Mitek, mais elle a plutôt aimé Adam, un allié toujours dans ses combats politiques. Elle ne va pas divorcer officiellement, mais elle ne suivra pas son époux après qu'elle ait été mise dehors de son université pour rébellion. Les récits, donner son opinion politique comme femme contre la position de l'université. C'est comme ça qu'elle s'est fait foutre dehors pour vrai. Donc, lors de l'invasion de la Pologne, Adam et Mitek seront déployés, mais Mitek sera capturé et déporté alors qu'Adam, blessé, revient à Varsovie pour rejoindre la résistance qui s'organise avec Irena. La Pologne va former un contre-État pour contrer le gouvernement allemand. Chaque institution aura sa contrepartie clandestine, donc ça a été ça le réseau. Donc, un réseau de l'éducation pour contrer l'éducation allemande, etc. Bon, les hôpitaux, pareil. Par exemple, des écoles vont être formées pour contrer les Allemands qui veulent une éducation minimale, base en arithmétique, maximum 500 chiffres, et le moins de lecture possible, de quoi abrutir ta population, puis les rendre analphabètes, puis les manipuler. L'autre objectif, c'est de déporter tous les Juifs d'Allemagne dans le ghetto de Varsovie, où on a forcé la fermeture de l'hôpital juif malgré le fait qu'il y avait malgré le fait qu'il y aurait une épidémie. Tu sais, il y a une épidémie, mais la solution, c'est de fermer l'hôpital. Puis en plus, l'épidémie effective. Fait que, bon, hein? Donc, d'une maladie qui viendrait des Juifs, évidemment. Donc, le but, c'est d'en faire un mouroir d'où il est impossible de sortir. Irina va s'arranger pour avoir un pass sanitaire qui lui permet d'entrer et sortir du ghetto, et donc de participer à ses activités clandestines. Parfois, les SS patrouillaient les rues, fusillant des gens au hasard dans le ghetto. Un jour, un groupe de soldats SS sont venus à un orphelinat où des enfants étaient cachés, dont 32 étaient des enfants dans la liste d'Irena. Le médecin sur les lieux a refusé de laisser partir les enfants seuls avec les soldats en sachant très bien ce qui les attendait. Il les a suivis en camp de concentration en sachant qu'il allait mourir lui aussi. Genre, puis Irena, elle a tout vu ça. Puis lui, ce qu'il a fait comme médecin, il s'est dit, on va les faire chanter pour qu'ils soient heureux ou quoi que ce soit, puis qu'ils se rendent pas compte de où est-ce qu'ils s'en vont. Ça va les calmer un peu. Fait que ça, Irena n'avait pas le choix que de regarder se produire. Pour le reste, le livre se résume à des histoires, des anecdotes de résistance ou de transfert de personnes. Parfois ça marche pas, parfois il y a des morts. Et sinon, il y a eu aussi 2 récits d'attaques sur le ghetto de Varsovie, puis de riposte, puis de tentatives de rébellion. On raconte tout ça, puis comment Irena naviguait là-dedans. Une fois, elle s'est même fait capturer, mais les gens ne savaient pas qu'elle était à la tête de la résistance, et elle a été relâchée par un pur coup de chance. Genre, quelqu'un qui avait catché qui elle était, puis qui soutenait leur combat en étant un soldat nazi, puis il a juste, hop, allez, va-t'en, puis sauve-toi, t'auras pas d'autre chance. Mais elle aurait pu mourir d'être là. Elle s'est fait torturer, bien entendu. Et le livre se termine sur la conclusion de sa vie, son histoire qui a été effacée par les autorités soviétiques durant la période, et elle est morte en 2008 à Varsovie, où elle est toujours enterrée aujourd'hui. Donc, ça fait le tour un petit peu de ce livre-là. Donc, comme je le disais, malheureusement, très difficile de s'immerger. C'est tellement dommage, mais genre, ça aurait besoin d'un documentaire. Donc, il y a eu une autre Irena, donc, qui a aussi agi de cette manière-là. Je me rappelle plus c'est qui, Irena... c'est Irena Vaz. Ouais, le film La promesse d'Irena avec Sophie Nellis, donc celle qui a joué. C'est ça. Il y a une autre Irena, c'est Irena Gut-Updike, que elle aussi, elle était connue comme étant une infirmière polonaise qui a aidé aussi des Juifs. Donc voilà, elle a eu de la reconnaissance et qu'il y a eu 2 Irena, donc faut pas les confondre si on lit leurs histoires. Là ici, c'était l'histoire de Irena Sanders, mais l'histoire de Irena Gut-Updike, c'est différent, c'est pas la même personne. Donc voilà, et que, comme je disais, malheureusement, c'est pas un livre que je considère à la hauteur du sujet. Mais je respecte totalement la démarche de l'auteur d'avoir voulu lui rendre hommage. C'est une chose qui est nécessaire. Mais, tant qu'à écrire tout ça, c'est d'un documentaire qu'il aurait dû avoir. Ou un film, genre un docudrame en fait. Un docudrame carrément. Doc Simpson, salut, t'as manqué quoi? Un livre, puis là j'ai juste 2 livres en fait, j'ai juste de finir de parler de celui-là. Fait que, bon. Pour le reste, je vous dirais, intéressez-vous au personnage, peut-être sous un autre format que ce livre-là. Ce serait la recommandation que je vous ferais pour ce livre-là.
Donc, voilà pour ça. Le prochain livre, c'est un livre qui a été relativement rapide. Je l'ai lu en un trait. C'est un livre, en fait, qui m'a été offert en cadeau de la part de mon stagiaire de l'année dernière. Je l'avais pas encore lu. Et je me suis dit, allez, une très bonne idée. Il sait que j'aime les livres. Fait qu'un très, très beau cadeau. Très, très apprécié. Et le livre en question, c'est de Marc Fortier, Devenir fasciste. Donc, là, il faut que je vous précise quelque chose. Donc, la première étape de la thérapie de conversion au fascisme, c'est le lâcher-prise. Le sujet doit s'ouvrir intérieurement au changement, laisser agir en lui la peur, s'abandonner aux petites lâchetés et aux compromissions opportunes. Cela ne va pas de soi. Heureusement, des personnalités exemplaires nous montrent comment on peut accepter le changement par degrés, subrepticement, sans coup d'éclat. L'extrême droite a pris le pouvoir dans une foule de pays et elle menace de triompher dans plusieurs autres. Marc Fortier s'inquiète, mais il est aussi très las, résolument campé à gauche dans ses convictions politiques, et il constate qu'il ne veut pas être la proie des prochains maîtres du monde, et il lui faudra changer de camp. Bien entendu, ce journal de conversion est une satire, un pamphlet cinglant et comique qui s'en prend aux fascistes, mais en premier lieu à tous ceux qui ont laissé la démocratie se dissoudre. L'auteur s'y compose avec une psyché autoritariste et s'efforce d'adhérer avec enthousiasme aux convictions de la droite radicale. Il offre surtout un portrait saisissant de la dégradation de nos institutions et une description affligeante de ce qui pointe lorsqu'on cesse de résister. Heureusement, la thérapie échoue, laissant tout de même ce qu'il faut de raison pour ne pas céder entièrement au désespoir. Marc Fortier est sociologue et éditeur chez Lux. Il est auteur de Mélancolie identitaire avec Serge Bouchard et du Diesel dans les veines en 2021. Bon. Alors, on va se parler de quelque chose de très clair, là. Du Diesel dans les veines, je vais avoir envie de le lire. Bon, si je n'avais pas lu la 4e de couverture et que je n'avais pas su que Marc Fortier est un gauchiste, je n'aurais jamais su, en plus que c'est une satire, où s'arrête le comique versus où s'arrêtent les vrais propos. Parce que, dans l'absolu, je lis le livre, puis je m'attendais à lire de quoi de satirique, de comique, de drôle. C'est pas drôle, c'est juste ironique dans les faits. C'est sérieux quasiment tout le long. C'est pas drôle. Il y a des petites pointes, évidemment, qui sont adressées à certains moments, mais plus le livre avance, plus que Marc Fortier tombe dans le sérieux de ses propres convictions politiques. Genre, au début, ça a l'air de s'enligner vers de quoi de drôle, mais plus t'avances, plus t'es comme, bon, ok, finalement, il fait juste donner ses vraies convictions. Puis si je ne les avais pas lues à la fin, puis qu'on m'avait dit, hey, ce livre-là, en passant, c'est une satire, ben, je l'aurais lu en étant confus, puis j'aurais fait, what the fuck, mais là, il est... Hein? Tu sais... C'est ça l'affaire, là. Fait que bon, je dirais que de ce côté-là, il a peut-être un petit peu raté sa narration. Même un petit peu beaucoup. Sinon, ressenti. La première phrase du livre est « Vient un temps où l'honnête pantouflard doit se résoudre à lever le nez de ses livres pour regarder la réalité dans le blanc des yeux. » On est clairement ici devant une référence à ceux qui disent de sortir des livres puis d'aller faire un tour dans la vraie vie. Genre, va sur YouTube, va sur Facebook, va chercher un diplôme là-dessus, là, tu sais. Non, mais toi, avec tes diplômes, là, tu regardes le monde de haut pis tu comprends pas c'est quoi la vraie vie. Non, mais c'est parce que... Non, c'est le contraire. C'est pas parce que toi, tu vis une vie, genre, difficile que c'est la vraie vie. Genre, il y a des gens qui étudient dans la vie. Il y a des gens qui ont des connaissances pour faire fonctionner un système, pour faire fonctionner certains systèmes sociaux. À un moment donné, il faut être à l'écoute de ces gens-là aussi, là. Genre, c'est pas vrai que la société est juste bâtie par les travailleurs manuels, là. C'est pas de même ça marche, là. Ça prend un système pour que tout fonctionne et que toute la roue tourne, puis ça prend des gens pour faire fonctionner ce système-là. Je veux dire, c'est pas vrai que c'est juste les doutes de construction qui participent à la société. Tout le secteur tertiaire participe également. Fait que, bref... Moi, je me suis souvent fait dire, genre des gens qui justifient le racisme, la misogynie, la transphobie, l'homophobie, des justifies d'opinions de marde, puis des croyances en disant, ben, va faire un tour dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Mais ce qu'il faut entendre dans ce que ces gens-là disent, c'est, mais moi, c'est le même que je le perçois puis je le ressens, donc c'est ça la vraie vie. Ils projettent en fait leur propre biais cognitif comme étant des réalités sociales généralisables. C'est ce que les masculinistes font, c'est ce que les droitistes font à l'heure actuelle. Bref, ce genre de choses-là. Puis, ici, ben, il est en train clairement de nous faire un petit pied de nez à ce genre de personnes-là. Genre, il commence direct. Fait que, tu sais, moi, ce que j'avais écrit, c'est typique discours des droitistes qui pensent avoir compris la vie alors qu'ils n'ont même pas achevé leur développement cognitif. Ça donne le ton direct du livre et le premier message est très clair. Les fascistes sont sous-éduqués et ils méprisent les gens éduqués. Puis d'ailleurs, dans le livre dont je viens de parler, ben, je vous ai dit que qu'est-ce que les Allemands avaient fait? Arithmétique de base, maximum 500 à compter dans les chiffres, puis le moins de lecture possible. Voilà. L'histoire nous a prouvé qu'effectivement, les fascistes méprisent les gens éduqués et préfèrent les gens sous-éduqués parce que ben, c'est eux qui adhèrent à leurs propos. Bon.
que finalement, je me suis noté quelques pages à vous lire. Donc, page 21-22. En France, la députée Reconquête Sarah Nafo s'offusque ainsi que les bien-pensants détiennent un pouvoir démesuré alors qu'ils ne dominent pas dans l'opinion publique. La population les méprise, mais ils dirigent les universités, les écoles, les cours de justice, les médias, les hautes fonctions de l'État. Ils ont tous les privilèges sans avoir eu besoin de gagner la confiance du public. Le statut censé être mérité le prestige ni les honneurs. Et ils n'ont pas l'air de se rendre compte que tant de faiblesses présagent leur renversement. On ne peut enseigner, appliquer le droit, servir les institutions si on n'a pas la confiance de la population. Ces pratiques, bien sûr, ne se fondent pas que sur l'opinion. Elles exigent aussi un savoir technique ainsi qu'une connaissance fine des idéaux et des finalités que poursuivent la justice, l'éducation, la liberté d'expression, le pouvoir. Que l'élite de nos démocraties puisse se montrer de plus en plus indigne de telles responsabilités, cela est vraisemblable. N'allez pas croire pour autant que les tenants de la droite radicale cherchent à réconcilier les humeurs de l'opinion publique avec la culture des institutions démocratiques. Ce serait trop ambitieux. Non pragmatique, le démagogue extrême de droite se sert de la rogne pour asséner un coup de grâce aux institutions, pour imposer universellement la partialité et les préjugés, la fureur et le ressentiment, l'impatience et les certitudes, puis les lancer à l'assaut de ceux qui détiennent le pouvoir qu'ils convoitent. Les bons soldats obéissent aux ordres. Voilà. Fait que, exactement, les bons soldats obéissent aux ordres. Hein? Ceux qui ont vu Bad Batch savent de quoi je parle. Bon. Fait que là, vous réalisez... Mais là, vous voyez, je vous ai dit que c'est censé être un roman satirique. Mais clairement, là, la critique est très claire. Là. Ici, on est clairement devant un gars de gauche qui critique la droite. Là. Fait que, on est déjà à page 20, 21, 22, puis le ton satirique s'envole. 25-27 maintenant. Ah oui, c'est vrai. Ça, je capotais quand j'ai lu ça. En Hongrie, la politique illibérale de Viktor Orban s'appuie quant à elle sur un culte de la nation. Lire la nostalgie de la grande Hongrie d'avant 1920 et le ressentiment contre l'étranger, pour mener une guerre sans merci contre les intellectuels. Cohérent, le premier ministre a donc aboli dès sa prise de fonction en 2010 le ministère de l'Éducation. Pendant 12 ans, le corps enseignant a été rattaché au ministère des Ressources humaines. Aussi bien dire que les professeurs ont été abandonnés à leur sort sans consigne autre que celle d'appliquer à la lettre un programme scolaire plus patriotique et centré sur les valeurs familiales. L'enseignement de la littérature hongroise exclut désormais les livres d'Imre Kertész, je ne sais pas comment prononcer son nom, prix Nobel de littérature et survivant de l'Holocauste, mais impose ceux de Ferenc Herzeg, un médiocre auteur de théâtre d'extrême droite. Orban a ensuite gelé le salaire des enseignants et aboli leur droit de grève. Aujourd'hui, ceux d'entre eux qui osent critiquer l'état du pays sont qualifiés d'agents étrangers, comme à l'époque de l'Union soviétique, dont on conserve un doux souvenir en Hongrie, nonobstant la virulence de l'anticommunisme d'Orban. Hey, imagine. En 2022, quand des profs ont fait grève malgré cet interdit, Orban les a licenciés. Quand les jeunes ont pris la rue pour contester cette décision, il a placé l'éducation sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. Il a confié aux bons soins de la police la tâche de résoudre les problèmes disciplinaires de l'école. Même les nazis n'y avaient pas songé. Voilà enfin un pays où les enseignants pourront prononcer le N-word sans avoir peur de déclencher la colère de leurs étudiants, d'autant que l'indélogeable Orban a aussi proclamé qu'il ferait tout en son pouvoir pour éviter que la Hongrie devienne un pays métissé. C'est du fascisme. C'est tout. C'est tout. C'est du fascisme. C'est aussi simple que ça. Parlant de Hongrie, c'est dimanche les élections. Ah ouais, ils ont des élections. Étonnant. Je suis très étonné. C'est encore lui qui est président d'ailleurs. J'ai pas été voir. Depuis 5 mars 2024. Et Orban est premier ministre. Tiens donc, détenant la réalité du pouvoir exécutif. Ah ben tiens. Tiens donc, ça ressemble follement à la Russie, leur système, hein? Follement à la Russie. Bref. Ok. On pourrait te chasser du pouvoir. Ah ouais? Ça va-tu arriver, tu penses? Sinon, page 29, une autre affaire à vous lire là, à propos de Suzanne Nossel, présidente de PEN America, une association indépendante qui se consacre depuis un siècle à la défense de la liberté d'expression, explique que les progressistes agissent surtout sur la base des mœurs. Ils pointent les stéréotypes dans des livres anciens, cessent d'en recommander la lecture, corrigent certains passages. Les conservateurs, eux, utilisent les rouages des lois et du pouvoir pour restreindre la liberté de penser, pour chasser les écrivains et bannir leurs œuvres. C'est la différence entre les amateurs et les professionnels. Celle-là,
elle est douloureuse parce que c'est exactement ça qui se passe. Hein? Je veux dire, vous l'avez vu aux États-Unis, puis même en Alberta, les tentatives d'index sur les livres. Qui est au pouvoir dans les deux cas? C'est pas mal ça la technique. C'est qui les amateurs? Ben c'est les gauchistes parce que les progressistes essayent de faire ça correctement. Donc voilà, les sondages sont pas en sa faveur, ok. Très bien, je prends note de ça. Fait que, finalement, je continue. Je ressens un mélange de narration et des changements de ton. On sent que les convictions de l'auteur ressortent telles qu'elles sont réellement par moments et d'autres fois, on sent qu'il est sarcastique. On ne savait pas déjà grâce à la quatrième... Ok, si on ne savait pas déjà grâce à la quatrième de couverture qu'il est de gauche assumé, on pourrait rapidement devenir confus. Et sinon, page 35, la première étape du fascisme, je la trouvais intéressante aussi. La première étape du fascisme, de la thérapie de conversion au fascisme, c'est le lâcher-prise. Le sujet doit s'ouvrir intérieurement au changement, laisser agir en lui la peur, s'abandonner aux petites lâchetés et aux compromissions opportunes pour mieux faire table rase de ses idéaux. Vient ensuite la résilience. Il faut accueillir les nouvelles réalités politiques et laisser se dissoudre ce qu'on avait jusqu'ici tenu pour vrai et pour juste. Cela ne va pas de soi. Heureusement, il y a des maîtres, des personnalités exemplaires, des habitudes du pouvoir qui nous montrent comment on accepte le changement par degrés, subrepticement, sans heurte. Ensuite, en 2002, lorsque Jacques Chirac a battu Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle, André Pratt, l'éditorialiste de la presse, a salué les Français qui, en votant pour M. Chirac à plus de 80%, malgré toutes les réserves qu'il pouvait leur inspirer, ont clairement rejeté le racisme et l'intolérance que véhicule le Front National. Son collègue Mario Roy, en réponse à un courrier du lecteur, ne mâchait pas ses mots. On ne peut faire autrement que de constater que le nationalisme promu par Le Pen est fondé sur le sang exclusif, vindicatif, et du temps attribué à cet homme quelques pouvoirs potentiellement dangereux. Bon. En 2024, alors que Marine Le Pen obtient des résultats qui oscillent entre 30 et 40%, le langage qui s'impose est tout autre. Dès qu'elle s'approche du pouvoir, l'extrême droite cesse d'apparaître déviante ou dangereuse. Cela facilite les ralliements. Les élites traditionnelles se rendent à l'évidence. À quoi bon résister? D'ailleurs, le maquis ne convient pas du tout à ses habitudes du marais. Alors tout vacille. C'est une grande loi sociologique. C'est par le centre que s'affaissent les démocraties. Les termites sociaux ne prospèrent que dans le bois vermoulu. Donc, bref... Son adversaire est proche de 48% des sondages, Orban à 42% et des élections proportionnelles à la liste. Ah, ok. Je comprends. Sinon, je me suis rendu compte à la fin du livre qu'il avait repris un ton sérieux et que je l'avais consommé de la même manière qu'un article de journal. Les faits cités étaient faciles à connaître et ne sont pas étrangers à la clientèle à laquelle le livre s'adresse. C'est dommage de se dire qu'il n'apporte rien de plus à la discussion. De plus, le ton satirique présenté en quatrième de couverture aura tôt fait décourager un électeur potentiellement ouvert à le lire. Fait que, dans le fond, là, c'est pas compliqué, c'est que finalement, ce livre-là, malheureusement, si t'es un minimum intéressé à la politique, il va rien t'apprendre. Puis si t'as envie spécifiquement d'acheter ce livre-là, devenir fasciste, mais la thérapie de conversion, c'est que t'as déjà assez de connaissances politiques pour t'y intéresser, fait que tu vas rien apprendre. Fait que c'est plate, mais ce livre-là, il s'adresse à un public, mais il aurait peut-être fallu lui donner plus, parce que tu sais, d'habitude, tu lis pour apprendre, pas pour te faire dire ce que tu connais déjà. Tu sais, c'est un peu ça l'affaire, là. Fait que je pense que ce livre aurait mérité peut-être un petit peu plus de travail, qui aurait peut-être mérité d'être réellement sarcastique, qui aurait peut-être mérité aussi de présenter des faits réels. Tu sais, il y en existe des cas de personnes comme Maxime Fizet, par exemple, au Québec, qui ont passé de extrême droite à quelqu'un de centre-gauche un peu, là. Bref, qui s'est déradicalisé puis qui a changé. Moi, je souhaiterais voir ça davantage. Mais malheureusement, c'est un travail qui est très respectable, mais un travail qui ne va pas rejoindre le public qui aurait peut-être besoin de rejoindre. Donc, bon. Écoute, pour le reste, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce livre. C'est pas mauvais, c'est bien, mais c'est pas quelque chose qui, en tant que personne qui s'intéresse à la politique, je me suis senti interpellé. Genre d'habitude, je suis comme, hey, j'ai appris telle affaire, puis là, il y a telle chose qui est super intéressante et tout. Là, je suis comme, moi, ok, je suis au courant, merci. J'ai lu tous les articles dont tu parles, je suis au courant des faits avec ça. Salut voyageur, comment tu vas? Et salut Bobby Grégoire. Donc voilà, comme je dis, moi je lui ai mis un 3 étoiles sur Goodreads. Au sens que c'est pas mauvais, mais probablement que ça vous sert à rien de lire ça. Donc, si vous êtes intéressé un minimum par la politique puis par les réalités actuelles, le contexte actuel, avec la montée de l'autoritarisme, de l'extrême droite puis du fascisme, alors que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils en sont. C'est ça le pire en fait, c'est que les fascistes ne réalisent pas qu'ils en sont.
Oui, totalement Dark Simpson. C'est une très très bonne façon de l'illustrer. T'as tout à fait raison. Voyageur du Scott arrive à temps pour mon dernier livre de la soirée, à résumer. Après ça, je tombe en pratique de speedrun. Donc, on a de la science-fiction québécoise. Parce que oui, ça existe, de la science-fiction québécoise. Et non seulement ça existe, mais c'est une science-fiction qui est contemporaine. Hein? Vraiment contemporaine. Genre, on va pas se projeter dans le futur ou quoi que ce soit. Non, ça se passe aujourd'hui. Puis ça me donne une petite vibe un peu genre Stephen King. Mais sans le côté horreur. Parce que dans le fond, on parle d'un enfant avec un pouvoir spécifique. Puis qu'il y a des organisations qui courent après pour tirer bénéfice du pouvoir. Ça ressemble beaucoup à Firestarter, à Charlie de Stephen King dans cet angle-là. Mais t'as pas l'aspect petite fille, puis malheureusement ce n'est pas aussi bien écrit. Donc je vous lis pas la 4e de couverture, en fait, parce que c'est juste des gens qui disent « Hey yo, c'est bon », mais dans les faits, bon, j'ai un petit peu plus que ça à dire. Je me souviens pas quelle note je lui avais mis, par exemple. Peut-être un petit peu. Quelle note que j'avais mis à ce livre-là? J'y avais mis 3 étoiles aussi. Une quote à propos du fascisme. Ok, j'y avais mis 3 étoiles, mais bon, je vais vous lire un peu mon ressenti un peu par rapport à ça. J'étais très hype du livre et du concept, mais j'en suis aux 2/3 et je n'ai pas l'impression que ça a beaucoup bougé ou qu'il y a eu beaucoup d'action. En fait, on suit littéralement un père qui mène sa vie quotidienne et qui décrit un peu trop longuement ses pensées, à un point tel qu'on ne sait même plus quand on revient au récit qu'on doit suivre. Ça alourdit la lecture. Une autre affaire que je m'étais noté, l'idée de cause inorganique pour le cancer semble clairement venir de tout ce qu'on imagine avec la radioactivité. Bien sûr, scientifiquement parlant, ce n'est pas du tout accurate puisque les causes sont multiples et ça inclut des causes organiques. Mais ça, on ne le savait pas à l'époque. Donc, en résumé, on a Daniel Lecoutre, le père d'une petite fille qui s'appelle Florence, qui est atteinte du cancer. Et c'est de son point de vue que l'histoire se raconte. Donc, on a lui, on est dans sa tête. Il y a sa petite fille qui est atteinte du cancer qui va à l'hôpital et qui est en contact avec un petit garçon qui s'appelle Max Sieber. Max, eh bien, il est doté d'un pouvoir qui lui permet d'affecter les métaux, les matériaux, de les faire se désagréger, se détruire. Sauf que il y a un autre pouvoir et c'est de guérir le cancer. Et c'est de là que vient la théorie que le cancer aurait une cause inorganique parce que si le pouvoir de Max l'affecte autant qu'il affecte les matériaux, ça veut dire que le cancer n'est pas organique. Bon, c'est scientifiquement invalide, mais à cette époque-là, j'imagine que ça passait. Bon, fait que ils sont à l'hôpital Memorial d'Ottawa et Florence s'y trouvait, fait qu'elle va bénéficier en fait du pouvoir de Max à ses côtés. Et tout le long de l'histoire, on suit le père qui commence à essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi sa fille va bien soudainement, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à Max, puis c'est quoi cette affaire-là, puis c'est qui connaît lui, puis là blablabla, etc. Bon, on suit cette pensée-là. Mais étant honnête avec vous autres, là, il y a des gros problèmes au niveau de l'écriture. Des très très gros problèmes. Je vais vous sortir ma review en fait, parce que j'avais fait une quand même longue review sur Goodreads, puis ça va vous éclairer. On est ici devant une bonne idée. Une histoire de science-fiction québécoise, contemporaine et ancrée dans le réalisme et le présent plutôt que le futur. Par contre, elle est, à mon avis, mal exécutée, même si elle est bien écrite. Vous allez comprendre la nuance. Il faut savoir qu'on est face à une narration à la première personne. Première personne ici étant Daniel, le père de Florence, une jeune fille atteinte du cancer et qui séjourne dans le 5e Nord. Donc c'est pour ça que le livre s'appelle L'enfant du 5e Nord, donc c'est l'aile de l'hôpital dans laquelle l'histoire se déroule en grande partie. Donc, dans cette aile se trouve un petit garçon du même âge appelé Max Sieber qui fait l'objet d'une surveillance accrue, d'études et de traitements spécifiques sous prétexte qu'il est extrêmement contagieux. Cela finit par réveiller les soupçons du père, d'autant plus que sa fille a une belle amitié avec lui. Le choix de la narration à la première personne a 2 impacts importants. D'abord, elle force l'auteur à limiter sa narration aux perceptions de Daniel et donc à ce qu'il sait ou imagine. Ce faisant, pour faire durer l'histoire, ses pensées se mettent à vagabonder dans plusieurs sens et on finit par perdre le fil du récit. Il lui arrive aussi de nommer des noms de personnages sans qu'on sache de qui il s'agit avant un long moment et on passe notre temps à essayer de se démêler plutôt qu'à apprécier l'histoire. Il m'a fallu presque jusqu'à la fin avant de comprendre que le Dr Davis et Maureen étaient la même personne. Et donc, ce que ça fait, c'est comme si, par exemple, moi je parle à quelqu'un. Mettons exemple que je dis à I'm a Brawler puis que je discute avec hey, en passant, Gino, il a fait telle affaire, puis Brawler, il me dit c'est qui Gino? Tu sais, on est vraiment dans ce feeling-là. Comme si dans la tête de l'auteur, ben lui, il connaît la personne, mais on oublie que, ben, hey, il y a quelqu'un qui lit puis qui sait pas de qui tu parles, là. On est vraiment typiquement devant l'histoire de c'est clair dans ta tête, mais quand tu le dis à haute voix, c'est pas clair pour ceux qui t'écoutent.
Temper Tantrum. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ben c'est bon. Non, je continue. Donc, le choix de la narration prive donc l'auteur d'utiliser l'ironie dramatique. Avec une narration omnisciente, l'auteur aurait pu s'en servir et alterner les points de vue considérant tout le mystère et le complot qui entoure Max et son effet cyber. Max ayant un pouvoir très spécifique, certains ont des intérêts militaires et pharmaceutiques à se servir de lui. Donc, en alternant le point de vue, comme dans Firestarter, justement, là, le livre de Stephen King, Charlie, en français, là, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, on suit le père avec Charlie, sauf que d'autres moments, on suit Rainbird, l'antagoniste qui leur court après puis qui les chasse, puis on suit aussi des fois des employés de la boîte, donc la boîte noire, donc les gens qui leur courent après pour obtenir le pouvoir, et ce faisant, ça nous permet de jouer sur l'ironie dramatique, ok, pourquoi il se passe telle affaire, puis c'est qui voit ça, puis etc., tu sais. C'est beaucoup plus immersif comme ça. Fait qu'une narration omnisciente dans cette situation-là, ou à tout le moins qui alterne de point de vue, ça aurait été beaucoup plus pertinent. Dans le contexte, les enfants font souvent des temper tantrums. Ok, c'est une crise de bacon dans le fond. Ok. Donc, ok. Sinon, le deuxième impact est qu'un récit qui se dit de science-fiction a besoin d'un cadre et d'un univers, mais il n'est pas tellement décrit à l'intérieur du livre. En fait, l'histoire est écrite de la même manière qu'un drame et est très centrée autour de Daniel. Encore une fois, une narration omnisciente et qui alterne de point de vue aurait été bénéfique au récit. Parce que ça, c'est l'affaire. Vu que le scénario est quand même... Il n'y a pas de grand-chose, puis que ça se passe dans un monde contemporain, l'auteur n'a pas senti le besoin de décrire cet univers-là parce que c'est celui duquel on fait déjà partie, puis à lequel on rajoute un élément de science-fiction. Fait que, vu que tu n'as pas besoin de décrire d'univers, comment est-ce que tu fais pour que le lecteur embarque? Avec une narration à première personne, ta seule solution, c'est de développer autour des pensées de Daniel, qui raconte sa vie, qui pense à sa vie, etc. Mais l'affaire, c'est que c'est décousu. Des fois, il part dans le passé, mais il change pas les caractères, mettons, pour passer de italique à mettre une petite étoile pour dire « Hey, on change de chapitre » ou quoi que ce soit. C'est juste pour marquer une pause puis une transition pour nous dire « Hey, on change de contexte. » Quelque chose qui nous l'indique. Tu sais, pis ça, c'est hyper nuisible parce que tu te dis « Hey, attends un peu, je suis rendu où, là? Hein? Attends un peu, j'étais là tantôt, pis tu sais... » Tu te perds avec ça, puis malheureusement, il y a vraiment beaucoup de vieux livres qui sont écrits de cette manière-là, puis personnellement, moi, ça m'énerve. Moi, je suis désolé, moi, ça me tape ses nerfs. T'sais, il faut que tu mettes des signes visuels pour un lecteur pour que son esprit fasse le lien entre « Hey, on vient d'avoir un flashback. Hey, on s'en va dans le futur. Hey, on s'en va dans ses pensées. Hey, on raconte un événement qui se passe là, dans le présent. Hey, on a un dialogue en ce moment. » Tu sais, ça prend des signes reconnaissable pour un lecteur pour faciliter la lecture, sinon ça l'alourdit, ça t'empêche de t'immerser, ça t'empêche d'apprécier la lecture, puis c'est dommage parce que sacrément, c'était une maudite bonne idée sur le papier, mais genre une maudite bonne idée. Hey, il y a un enfant qui se fait courir après par des organisations militaires, pharmaceutiques, parce que son pouvoir peut être utilisé comme arme de destruction, mais aussi comme remède contre le cancer. Mais il y a tout à faire avec ça, c'est ultra facile. C'est ultra facile de faire quelque chose avec ça. Stephen King a réussi plusieurs années avant. Pourquoi pas là? Bref, voilà. Et je continue. Et je crois que la meilleure façon de rendre justice correctement à cette histoire passerait par une adaptation cinéma. De plus, étant donné que dans les faits, il y a très peu de scénarios dans l'histoire, ça tient sur un post-it, ça laisse beaucoup de place à la créativité. Le livre que j'ai lu lui ressemblant le plus c'est Charlie, Firestarter de Stephen King, alors il y a clairement moyen de faire quelque chose avec ça. Considérant qu'il n'a pas vraiment eu de portée internationale, ce serait certainement une toute petite adaptation à petit budget, mais ce serait faisable aujourd'hui. Parce qu'une des raisons pour lesquelles c'était compliqué de faire une adaptation, c'est parce que des corps de science-fiction comme ça, avec des hôpitaux et des affaires de même, des hélicoptères et tout, pour un film québécois, c'est beaucoup de budget. Par contre, c'est faisable. C'est totalement faisable de faire une adaptation low budget. Ce serait pas le grand film hollywoodien, mais je suis sûr qu'il y a moyen de rendre hommage à cette histoire-là par un film. Fait que si jamais il y a quelqu'un un jour qui a l'idée de faire une adaptation de tout ça, allez-y, il y a de quoi faire avec ça, puis il y a de la place pour la créativité parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements puis beaucoup d'histoires. Tout est centré autour des pensées du père, mais les pensées du père puis sa vie, tu peux les raconter avec des mises en scène, tu peux faire des flashbacks, des choses de même. Il y a un potentiel incroyable. Ce livre a besoin d'une adaptation cinéma. Je le dis clairement, mais bon. C'est dommage parce qu'étant donné que le livre est quand même reconnu pour sa qualité, mais que c'est un livre québécois qui n'a pas eu de portée internationale, peut-être qu'on verra jamais le jour de tout ça. Après, par contre, une pièce de théâtre, c'est tout à fait possible aussi. Peut-être plus accessible. Il y aurait peut-être moyen. Ça serait sûrement écourté, ça serait une pièce de théâtre, en fait. Pourquoi pas? Moi, j'irais la voir. Assurément, j'irais la voir. Fait que... Voilà, ça, c'était les 4 livres que j'avais prévus, que j'ai lus pendant les 2 derniers mois. Ça a été compliqué.
Je veux revenir à un vrai beat de lecture. Et j'ai déjà commencé en étant très intensif. Donc, je vais, avant de mettre fin à l'enregistrement puis de passer à un live plus gaming, vous montrer au moins les 4 livres que je vise à lire pour le mois prochain. Dont un est déjà pas mal entamé. Donc, en fait, il est quasiment fini. Donc, c'est Grande retrouvaille et Petite rancune. Donc, ce livre-là est écrit par Andréane G. Dufour, qui est déjà venu sur ma chaîne Twitch il y a quelques temps, et qui est aussi une de mes collègues de travail. Chaque fois qu'elle sort un livre, je le lis. C'est son dernier livre en date. À date, j'aime vraiment beaucoup ça. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est l'histoire, en fait, d'une femme qui est organisatrice et planificatrice d'événements, qui se retrouve à organiser ses propres retrouvailles, que ça ne lui tente pas d'y aller, mais que sa seule motivation, c'est de revoir un ancien ami sur qui elle avait un kick à l'époque. Mais en même temps, elle n'a pas envie de revoir ses anciens bullies, son ancienne amie qui est devenue sa pire ennemie au secondaire. Bref, des grandes retrouvailles, mais des petites rancunes qui vont se manifester à travers l'histoire. Donc voilà, j'aime bien. J'aime bien pour l'instant, ça va avoir une bonne note assurément. Ensuite, un livre que j'ai acheté voilà un bon bout de temps, puis que là j'étais vraiment dû pour lire, puis que je n'avais entendu parler. Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins, écrit par Étienne Guertin-Tardif, un prof de sociologie. Si je me trompe pas, c'est au cégep de je sais plus où. Bon, il est pas écrit sur la 4e de couverture, bon c'est pas grave. Mais dans le coin, il est dans le coin de Longueuil. Ok, bref, pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins, c'est vraiment genre, Kevin, on parle juste du prénom ici. On parle pas de, tu sais, mettons le Kevin à l'époque des forums de jeuxvideo.com ou des vieilles mentalités meme internet de geek. Non. Vraiment le prénom Kevin ici. C'est juste une théorie parce qu'en fait c'est un ensemble de théories sociologiques. La première parle des dates de naissance des joueurs de hockey. Fait que voilà, j'ai très envie de lire ça ici. Ensuite, écoute, depuis un bout de temps, il y a des gens qui parlent énormément de wokisme, qui parlent de transidentité, qui parlent de queerness. Je me dis, Criff, j'arrête pas d'essayer de les défendre tout le temps. J'estime que je suis quand même bien équipé en arguments, mais étant donné que je ne suis pas quelqu'un sûr de moi, que je ne fais pas partie de la réalité des personnes trans, mais que j'ai quand même du commentariat politique à faire, ben je me suis dit que le livre « Protégeons nos enfants », qui aborde les sujets que je recherche justement, qui a été écrit par Gabriel Richard, donc queerness et adultisme, protéger nos enfants, ben c'est intéressant à lire. Puis en passant, protéger nos enfants, c'est un peu sarcastique, genre le livre est du côté des personnes trans, juste pour être bien clair. On parle pas d'un livre chrétien qui fait à croire qu'il protège les enfants, les protégeant de la transidentité, juste pour être bien clair. Donc il va y avoir ça que je vais lire. Et sinon, un livre que j'ai envie de lire depuis un bon bout de temps, puis que je me suis dit, ben, j'ai lu l'année passée un de son premier livre, mais là, je vais lire son deuxième. Les Survenants de Kaboul, la dernière fois. Et là, je vais lire 1000 soleils splendides. Cette fois-ci, c'est différent, parce que à la place, oui, on relie encore une histoire autour de la nostalgie, autour de l'Afghanistan, mais cette fois-ci, c'est d'un point de vue féminin. Donc, ça me tentait de découvrir ça. Les Survenants de Kaboul, c'était plus point de vue masculin. Là, on tombe dans le point de vue féminin. Fait que très hâte de découvrir ça aussi de Khaled Hosseini. Donc voilà. Puis peut-être qu'il y en aura d'autres, mais pour l'instant, c'est les 4 que je vise pour ce mois-ci. Donc il y en aura assurément un autre. Phew, c'est pas écrit par Ellen Lovejoy des Simpsons. Excellent. Excellent call, c'est vrai. Oh, pensez à nos enfants! C'est le son blanc, bien entendu. Parce que les autres, on s'en fout, hein. Quand on est dans la peau de quelqu'un qui se pense comme cette personne-là, Ellen Lovejoy, là. Oh mon Dieu. Bref. Donc, sur ce, je mets fin à l'enregistrement. Et on va se retrouver le mois prochain pour le prochain live de lecture. Mais sinon, la semaine prochaine, il va y avoir un podcast sur le cinéma d'horreur. Le thème, ça va être sur le body horror. Et je vais avoir des super belles invités, Floria ainsi que Marie-Maman pour parler de films d'horreur qui mettent en scène des mutilations très intenses du corps et d'animaux aussi. On va s'en reparler de toute façon. Et sinon, l'autre semaine d'après, je vais recevoir pour un sujet très particulier. C'est en lien un petit peu avec un des livres que j'ai lu ici. J'ai fait une mention à ce sujet-là. On va parler de ce sujet-là parce que je le trouve important. Indirectement ou directement, ouais, vous verrez, soyez là tout simplement. Ça se passe sur ma chaîne Twitch à tous les lundis du mois quasiment. Donc sur ce, à bientôt. Salut!